Alors, c'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous. Je viens vous parler aujourd'hui d'un travail qu'on a fait avec l'ADAPI en 2024 et un petit peu en 2023 sur la pollinisation de l'amandier. Voilà, donc à la fois l'intérêt agronomique et l'impact pour les colonies des apiculteurs. Donc je vais présenter en deux parties. Alors la première partie, ça va être vraiment tourné plus... tourner plus du point de vue un peu des amandiculteurs, voilà, l'intérêt pour la production d'amandes. Et en deuxième partie, là, on va voir un peu plus l'aspect vraiment apicole, voilà, plus suivi de colonies. Donc, petit point de contexte, pourquoi on a fait cette étude. Alors en fait, il y a un projet de relance de l'amandier depuis quelques années, et en particulier en PACA, où les surfaces d'amandier ont pas mal augmenté ces dernières années. Alors ça reste très faible par rapport à la demande en amande qu'il y a en France, mais voilà, il y a une volonté d'assurer un peu plus la production de manière locale. Et en particulier, ce qui va être planté aujourd'hui, c'est très majoritairement des variétés qui sont dites autocompatibles ou semi-compatibles, ou bon, il y a plusieurs manières de le dire. Mais en fait, ça va être des variétés qui peuvent produire des fruits grâce au pollen issu d'une même variété, de cette même variété. C'est-à-dire qu'avant, historiquement, les variétés d'amandiers n'étaient pas autocompatibles et les amandiculteurs étaient obligés d'alterner les rangs déjà dans leur culture, dans leur parcelle, et d'avoir notamment souvent une variété qui était là vraiment pour l'apport du pollen et une autre variété qui était là plutôt pour faire des amandes de qualité. Et puis surtout, ça les rendait très dépendants des pollinisateurs, voilà, pour avoir une bonne production. Et là, ces nouvelles variétés, du coup, facilitent le travail parce qu'il n'y a plus besoin d'alterner ces rangs. Et puis en même temps, sont censés aussi les rendre moins dépendants des pollinisateurs, voire même pas du tout, selon certaines personnes. Voilà, donc il y a notamment une enquête auprès des amandiculteurs d'un GU2E d'amandiculteurs là, en PACA en 2023, où en fait on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de répondants qui trouvaient que la pollinisation au sens faire appel à une prestation de pollinisation, eh bien, c'était plus forcément nécessaire avec ces nouvelles variétés. Soit parce qu'ils considéraient que voilà, elles ne dépendaient plus du tout, quasiment plus des pollinisateurs, soit parce qu'ils considéraient que y a déjà des pollinisateurs sauvages dans l'environnement, ou alors il y a un petit peu des ruches à 1 ou 2 kilomètres, donc c'est suffisant. Bon, en creusant un peu le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait des études qui avaient été faites notamment en Californie, parce qu'il n'y avait pas eu trop d'études en Europe sur ces variétés-là, mais en tout cas il y en a eu en Californie, et où ils ont montré visiblement que ce n'était pas le cas, et que même pour ces nouvelles variétés, il y avait vraiment un intérêt d'amener des ruches et de faire de la pollinisation. Donc voilà, nous on a voulu vérifier qu'est-ce qu'il en était pour nos variétés françaises, parce que du coup, je précise, voilà, si vous ne connaissez pas trop, mais vraiment les variétés d'amandiers sont... celles qui sont cultivées aux États-Unis ne sont pas les mêmes que celles qui sont cultivées en France, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui sont cultivées en Espagne. Enfin, il y en a en commun, mais voilà, c'est pas forcément les mêmes. Donc voilà, on a voulu vérifier ce qu'il en était pour les variétés françaises, et puis on voulait en même temps regarder quel était l'impact d'une prestation comme ça pour les colonies d'abeilles. Nous, à l'ADAPI, on a fait pas mal d'études sur ces questions-là, alors plutôt sur le pommier par exemple, où on avait montré des impacts assez négatifs qu'il pouvait y avoir pendant la pollinisation du pommier. Voilà, donc là on a voulu vérifier ça. Donc c'est un travail qui a été fait en collaboration avec la Chambre d'agriculture voilà, de PACA et un GI2E d'amandiculteurs. Donc pour commencer, voilà, sur cette partie vraiment pollinisation. Alors l'objectif au départ, on a voulu vraiment faire un truc hyper carré, on voulait trouver 2 parcelles d'amandiers qui soient vraiment comparables, donc c'est-à-dire donc déjà même variété forcément, mais aussi voilà, même l'année de plantation, même ITK, le climat, le sol, il fallait que vraiment tout soit identique, mais en même temps il fallait que ces variétés, que ces parcelles soient le plus éloignées possible l'une de l'autre, qu'il n'y ait pas de colonies dans l'environnement au moment de la floraison. Et donc voilà, d'avoir ce schéma-là pour pouvoir avoir 2 parcelles comparables, amener des colonies dans l'une et pas dans l'autre, et regarder ce qui se passe. Donc voilà, il fallait aussi un producteur qui forcément ne fait pas appel à de la pollinisation pour pas l'impacter trop dans son itinéraire technique.
Donc l'idée c'était voilà, d'avoir ces deux parcelles, d'amener des colonies et après de regarder quel impact de l'apport de colonies sur la production, enfin sur la visite des fleurs dans un premier temps, c'est-à-dire le nombre d'abeilles, l'activité qu'il y a, et après sur le taux de nouaison, la production, etc. Et de comparer ces deux parcelles avec colonies sans colonies. Bon, au final, on s'est vite calmé sur ces exigences parce qu'en fait, bon, la mandiculture, ça reste quand même une il n'y en a pas non plus des surfaces énormes et il y a peu de grandes exploitations. Voilà, c'est en fait quasiment impossible de trouver la situation que je vous ai décrite là. Donc on s'est rabattu sur autre chose. On a trouvé en fait un amandiculteur qui avait des grandes parcelles d'amandiers d'un tenant. Donc là vous avez ici son exploitation et il avait notamment une très grande parcelle ici de l'orane. Alors l'orane c'est une des variétés les plus plantées, donc aussi on voulait particulièrement étudier celle-là, donc là ça tombait bien. Donc il avait cette grande parcelle, il faisait pas l'appel à de la pollinisation et donc on s'est dit bon nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 2 zones d'études dans cette parcelle, voilà. Donc on a essayé de les faire le plus éloigné possible en se disant là au moins on pourra vraiment les comparer parce que là c'est vraiment tout pareil entre ces deux zones, hein. Voilà, la même variété, même itinéraire technique, etc. Et l'idée c'était d'amener, voilà, on a amené des colonies ici et du coup pas là, donc on en a amené seulement 4 parce qu'en fait on a une distance entre les deux parcelles qui était seulement de 600 mètres à peu près, un petit peu moins. Donc on s'est dit on amène que 4 colonies pour pas trop surcharger quand même. Et on essaie de voir si on voit déjà une différence entre ces deux parcelles. Alors, dans un premier temps, on a relevé l'activité de butinage. Donc ça correspondait en fait à un comptage du nombre de pollinisateurs présents sur une centaine de fleurs. En fait, on se balade dans la parcelle, on choisit une branche de manière à peu près aléatoire, pas tout à fait, mais j'y reviendrai s'il y a des questions. Mais on choisit une branche et puis on va compter, en fait on va passer le regard sur 100 fleurs et on va noter le nombre de pollinisateurs qu'on observe donc à un instant T. On relève aussi l'heure, la température et puis donc le type de pollinisateur, si c'est de l'abeille domestique ou si c'est autre chose. Donc c'est une mesure qu'on a répétée plusieurs fois sur toute la durée de la floraison. Et donc déjà le premier résultat sur ça c'est, vous pouvez voir, commencer par ce tableau-ci. On voit qu'entre la zone où on a amené des ruches et la zone éloignée qui est seulement à 600 mètres, hein, je le rappelle, on voit quand même déjà une bonne différence d'activité. C'est-à-dire que sur un nombre d'observations qui est à peu près équivalent, on a plus du double d'abeilles en activité. Voilà, on a observé plus du double d'abeilles sur les fleurs et on a observé quelques pollinisateurs sauvages, mais vraiment très peu. Alors ça peut s'expliquer par la zone d'étude où il y avait pas mal d'agriculture un peu intensive autour et aussi la floraison de l'amandier est quand même assez précoce à une période où les pollinisateurs sauvages ne sont pas forcément encore trop présents. En plus là il faisait particulièrement venteux et pas très chaud. Mais en tout cas voilà, on a vu vraiment cette différence avec Apis mellifera qui est majoritaire et qui est beaucoup plus présent à proximité des ruches. Après, on a vu d'autres facteurs qui ont eu des effets aussi. Bon, ça, c'est des choses qu'on connaît, mais voilà. Globalement, quand la température est plus élevée, on a plus d'abeilles. Jusque-là, ça va. L'orientation aussi, on a vu que sur les branches qui étaient orientées au sud, on avait une différence significative avec plus d'abeilles observées en général par rapport aux branches situées au nord. Et alors ça, c'est une représentation. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de représentation. C'est un box plot, donc une boîte à moustaches. C'est une manière en fait de représenter la dispersion des données. Donc là, par exemple, vous avez, alors je sais pas, j'ai pas noté le nombre de mesures, mais vous avez une centaine de mesures, un peu plus. Et en fait, là, en gros, vous avez la médiane en noir. Bon, la moyenne en rouge ici, on la voit pas très bien, la croix, donc c'est pour ça que ça a été rajouté ici. Mais la moyenne ici en rouge. Et après, vous avez en gros 25% des données qui vont se situer ici, entre la médiane et cette barre. 25% des données là, 25% des données ici et 25% en bas. Voilà. Et là, en gros, entre les deux parcelles, on voit qu'ici, en fait, on a observé en moyenne 1,35 abeilles pour 100 fleurs contre 0,49. Et en fait, très souvent, on en observait 0 aussi. Mais on en a observé beaucoup plus souvent 0 quand on était à 600 mètres des ruches. Donc, une fois qu'on a vérifié que, ok, on amène des colonies, bon, on a effectivement plus d'abeilles, pas de doute. Même si c'est qu'à 600 mètres, on voit déjà moins d'abeilles à 600 mètres. Maintenant, on va regarder ce qui se passe sur le taux de nouaison. Donc en fait, on y est allé avant le début de la floraison, au stade, donc juste avant, là, au stade bourgeon gonflé.
Et on a sélectionné des branches qu'on a marquées avec des petites étiquettes de bijoutier. Et donc on a fait deux choses. Soit on les a juste marquées, on a compté le nombre de fleurs et on les a laissées telles quelles. Donc ça c'est la modalité pollinisation ouverte, libre. Soit on a mis des sachets d'exclusion. Donc pareil, on a compté le nombre de fleurs à l'intérieur du sachet. Et on a après mis ce sachet d'exclusion, donc avant que les fleurs s'ouvrent. Hein. Donc là pour avoir une modalité où vraiment aucun pollinisateur n'a pu visiter les fleurs. Donc là voilà, on a vraiment la pollinisation qui se fait sans rien, à la limite par le vent et par les mouvements des branches, mais voilà. Ensuite, on est revenu faire un comptage à 30 jours après la pleine floraison. On a compté donc le nombre d'amandes qui s'étaient formées, et après on est revenu faire un comptage à 60 jours. Donc là, vous avez les résultats, donc avec la même représentation que tout à l'heure en box plot, avec donc à gauche, c'est 30 jours après la pleine floraison, à droite, c'est 60 jours après la pleine floraison. Et donc en rouge, ça va être la parcelle proche des ruches, enfin la parcelle dans laquelle, la zone d'étude dans laquelle on a amené les ruches. Et en bleu, c'est celle qui est située donc à 600 mètres. Et là, le N, ça représente l'effectif, c'est-à-dire le nombre de branches qui ont été mesurées. Donc ce qu'on a pu voir déjà, c'est qu'à 30 jours, on avait une différence significative statistiquement du taux de nouaison, avec un taux de nouaison qui était supérieur quand on était vraiment à proximité des ruches. Voilà, donc on voit 73% contre 64%. Donc ça peut être une différence qui peut sembler assez faible, mais après sur un rendement, ça peut quand même jouer. Alors après, on voit que cette différence, elle a été un peu gommée à 60 jours. On voit qu'il y a toujours une différence en tendance, 45 contre 40%, mais statistiquement, c'est plus significatif. Par contre, un résultat aussi qui a été assez surprenant, auquel on ne s'attendait pas, c'est en fait un effet de chute physiologique très important entre ces deux mesures. En fait, on voit que le nombre de fruits a énormément chuté dans les deux cas. Hein. On a quasiment, même plus d'un tiers des fruits qui ont chuté. Voilà, donc on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est cette chute qui explique en partie le rattrapage un peu et le fait qu'on n'a plus de différence significative à 60 jours. J'avais mis des petites flèches, j'avais oublié. Alors pour défendre un peu, parce que là vous pourriez me dire ouais donc c'est bien, on voit une différence à 30 jours, on voit plus de différence à 60 jours. En fait amener des ruches, finalement est-ce que c'est vraiment utile? Donc en fait le problème c'est qu'on allait chercher une zone dans laquelle il n'y avait pas trop de ruches, mais en fait on s'est rendu compte au fil du temps, parce qu'on avait fouillé, on avait demandé aux apiculteurs de la zone. A priori, il n'y en avait pas, mais après coup, on s'est rendu compte qu'en fait, si, il y avait quand même deux ruchers qui étaient situés ici et ici, avec la zone d'étude là. Donc là, ils sont celui-là est à 1 km à peu près, un petit peu plus, et celui-là est à 2 km. Et donc c'était des ruchers assez conséquents qui ont pu venir un peu polluer nos résultats. Donc là, juste pour vous redire, la différence qu'on voyait ici, donc je rappelle, c'est une zone qui est seulement à 600 mètres des ruches qu'on a amenées, il faut quand même se rappeler qu'il y avait quand même des ruches, des gros ruchers de à peu près 40 ruches, qui étaient à seulement 1 km ou 2. Donc qui ont pu venir aussi polluer un peu ces résultats. On peut se dire que s'il n'y avait pas eu ces ruchers, on aurait peut-être mieux vu la différence. Après, l'autre résultat qui est vraiment intéressant, c'est, je vous rappelle tout à l'heure, on a des branches qu'on avait vraiment en sachet, où là, il n'y a eu aucune visite des pollinisateurs. Et donc là, le résultat qui est montré, c'est 60 jours après pleine floraison, avec en jaune, pollinisation ouverte, les branches qu'on a marquées, mais qu'on a laissées telles quelles, et en bleu, la modalité dans laquelle on a mis les sachets d'exclusion. Et là, on voit vraiment une différence significative qui est bien nette, à 30 jours et aussi à 60 jours, avec un taux de nouaison qui est à la fin quand même quasiment le double dans le cas où on est en pollinisation ouverte. Donc là, ici, c'est 20% de nouaison en plus, donc de fruits en plus. C'est vraiment la contribution des pollinisateurs. Et même, je dirais plus, sachant qu'on a observé quasiment que des abeilles domestiques, on peut même se dire que c'est la contribution très majoritairement des abeilles domestiques. Voilà, il y a quand même un petit peu d'abeilles sauvages, mais on n'en a vraiment pas vu beaucoup. Et encore une fois, sur cette mesure-là, on a encore vu l'effet de la chute physiologique, voilà, avec une grosse chute du nombre de fruits. Et alors, ce qui est intéressant, c'est pareil. Au début, on se disait peut-être que la chute physiologique est due au fait qu'on amène des abeilles, il y a une surpollinisation, il y a trop de fruits, et l'arbre se débarrasse de fruits. En fait, non, parce que là, on voit que même là
où on a exclu les pollinisateurs, où il y a un taux de nouaison qui n'est pas fou, eh ben, il y a quand même la chute physiologique, on perd quand même la moitié des fruits quasiment. Voilà. Donc visiblement cette chute physiologique, elle est liée à autre chose, on ne sait pas encore quoi. Est-ce que c'est peut-être une mauvaise pollinisation qui est incomplète? Bon, c'est un sujet qui a creusé, en tout cas ça a pas mal surpris les producteurs. Et donc maintenant je vais passer à la partie qui vous intéresse peut-être un peu plus, qui est l'impact pour les colonies d'une prestation de pollinisation. Alors là donc on a fait deux suivis, donc on a fait un suivi en 2023 où on a suivi donc 4 ruchers qui étaient dans différents voilà, en prestation de pollinisation chez différents amandiculteurs dans la région PACA. Et donc sur ces ruches, on a regardé le développement des colonies, donc on a fait des collévales au début, à la fin de la prestation. On a regardé l'état sanitaire en faisant des prélèvements, des mesures de varroa phorétique pour 100 abeilles, et en regardant aussi, en faisant des prélèvements d'abeilles et de pollen pour regarder la contamination par les pesticides. On a essayé de regarder aussi au niveau des ressources mellifères, qu'est-ce qu'on retrouvait dans la composition des pollens, qu'est-ce que ça a donné en termes de gain de poids, donc en mettant des balances connectées sur les ruchers, des balances OptiBee. Et on a aussi essayé de voir un peu l'activité de butinage en se basant à la fois sur les données de balance et surtout sur, en 2024 aussi, alors là j'ai pas les résultats, mais on a mis des compteurs, et donc ça c'est des résultats qui doivent encore être étudiés. Mais voilà, on a utilisé des compteurs d'abeilles Bigward là en 2024 pour essayer de voir un peu l'activité, comment elle se répartissait sur la durée de la prestation et au cours de la journée. En 2024, on a fait un suivi similaire, mais là l'idée c'était de vraiment comparer un rucher témoin et un rucher en pollinisation. Donc le rucher témoin, c'est le rucher quand l'apiculteur ne fait pas de prestation. En général, c'est son rucher d'hivernage. Alors là, on aurait voulu en faire plus, mais on n'a pu trouver que voilà, un apiculteur qui avait cette situation où on a pu faire la comparaison. Alors au niveau du développement des colonies, là je vous ai représenté donc, à chaque fois pour les 4 ruchers qu'on a suivis en 2023, vous avez la population des colonies au début de la prestation et à la fin de la prestation. Et donc vous avez, alors les couleurs ont été changées, je ne sais pas trop pourquoi. Vous avez les abeilles en violet, le couvain fermé en rouge et le couvain ouvert en blanc. Alors là, l'idée, c'est pas forcément de regarder tout le détail, mais je vous l'ai simplement mis pour vous montrer que bon, globalement, on a des colonies qui se développent, du moins le couvain se développe dans les 4 situations. Je précise juste que là, il n'y a pas le couvain ouvert parce que la donnée a été perdue, mais c'est pas que le couvain a disparu. Donc on voit que globalement, les colonies ont plutôt gagné en couvain, ont développé leur couvain, et puis on a une population qui soit a un petit peu stagné, comme ici ou là, où parfois c'est quand même plutôt bien développé. En tout cas, on n'a pas vu d'affaiblissement, ce qui est déjà pas mal. Et voilà, plutôt un développement qui était pas mal pour l'année 2023. En tout cas, comparé à d'autres ruchers qu'on avait suivis cette année-là, on n'a pas vu de grosses différences. Et en 2024, où là on avait vraiment la comparaison de 2 ruchers du même apiculteur, en rucher d'hivernage et sur amandier, bah là on a vu vraiment aucune différence sur le développement, avec dans les 2 cas des colonies qui se sont bien développées. Voilà, la population qui est passée de 7-8 000 abeilles à 15 000 dans les 2 cas, et le couvain, la quantité de couvain qui a bien augmenté. En termes de contamination, alors là je vous ai mis un tableau bilan. Bon, je l'ai plus mis pour imager, mais je vais vous donner les résultats à l'oral. Mais en gros, globalement, on a retrouvé assez peu de contaminants sur l'ensemble des ruchers qu'on a suivis. Surtout si on compare à d'autres prestations de pollinisation, comme par exemple pommiers, pêchers, etc. On a retrouvé assez peu de choses. Globalement, on retrouvait des fongicides et des herbicides en concentration assez faible. Donc on n'a pas identifié un risque très important. Mais il y a quand même eu une exception, c'est ce rucher I, qu'on a suivi en 2024, où là pour le coup on a retrouvé plusieurs insecticides bien toxiques, voilà, dans des concentrations assez faibles mais pas négligeables quand même. Donc en fait ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait vraiment une variabilité qui était vraiment importante entre les ruchers et du coup entre les producteurs. Et en fait on fait quand même l'hypothèse que cette contamination ne provient pas en fait des amandiers.
Pourquoi je dis ça? Parce que là, l'amandiculteur chez qui on était, on sait qu'il n'a pas traité avant la floraison et on sait qu'il n'a pas traité pendant. Enfin, on était là très souvent et on est à peu près sûr. En général, les amandiculteurs, ils ne traitent pas trop pendant la floraison. Mais par contre, on sait qu'il y avait des parcelles de pêcher en fleurs qui étaient vraiment juste à côté et on a vu le pulver tous les jours. Quand on est allé sur les parcelles d'amandiers, on a vu le pulver en pleine journée à chaque fois. Donc on a des grosses suspicions sur le fait que ce qu'on retrouve, ça venait plutôt de ces parcelles-là de pêcher. Voilà. Donc finalement, la conclusion qu'on en fait, c'est que si dans le cas d'une pollinisation sur amandier, assez peu de risques vis-à-vis de la culture, mais il faut quand même se méfier de ce qu'il peut y avoir autour, ce qui peut être en fleurs à ce moment-là. Voilà, notamment chez nous en PACA, on a des amandiers qui parfois sont dans des zones où autour il y a vraiment de l'arboriculture bien intensive. Donc voilà, il faut quand même se méfier de ce qu'il y a autour. Ensuite, concernant la composition des pollens, donc là vous avez des petits camemberts qui vous montrent la composition des pollens de trappe pour les 4 ruchers là, suivis en 2023. Donc nous, ce qui nous a un peu surpris, c'est finalement la faible proportion de pollen d'amandier. On voit que globalement, il varie de 7 à 26%, mais voilà, maximum 25%, et en général, on est plutôt autour des 10%. On ne s'attendait pas à une proportion aussi faible. Alors après, les surfaces d'amandier à chaque fois ne sont pas énormes, comme je l'ai dit, on a rarement des zones avec des milliers d'hectares d'amandiers, hein. En France, on ne trouve pas trop ça. Mais quand même, on s'attendait à en retrouver un peu plus. Par contre, il y a pour le coup la fausse roquette, elle, qui était à chaque fois vraiment très majoritaire dans les prélèvements. Alors après, c'est cohérent avec, on va dire, la littérature scientifique, qui dit que déjà le pollen de fausse roquette, de diplotaxie, il est vraiment intéressant au niveau nutritif pour les abeilles. Apparemment, c'est vraiment un pollen qui est vraiment super pour elles. Et au contraire, le pollen d'amandier, apparemment, ne serait pas super dans le sens où, en grande quantité, voilà, alors là, je suis pas spécialiste non plus sur la question, mais de ce que j'ai pu voir, en grande quantité, il pourrait y avoir des problèmes digestifs avec le pollen d'amandier, ce qui explique peut-être que, finalement, ça représente toujours des proportions quand même pas trop grandes des pollens ramenés. En 2024, on a eu des résultats similaires, sauf quand même un rucher qui était un endroit où il y avait quand même des surfaces plus importantes d'amandiers, et où là, on atteignait 50% du pollen retrouvé. Donc là, c'est quand même plus important, mais c'est pas non plus prédominant si là, on compare aux 75% à chaque fois de pollen de diplotaxie. Alors, ensuite, concernant les ressources mellifères, donc là j'ai un graphique qui peut vous faire un peu peur, mais en gros, c'est les résultats en fait de mesures avec les balances connectées. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'un rucher, et je vous montrerai l'exemple d'un autre rucher. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que c'est pas forcément pertinent. Mais là, je vous ai mis l'exemple d'un rucher. En fait, ici, vous avez les 8 courbes qui correspondent voilà, aux 8 ruches qui étaient sur balance sur ce rucher. Avec, donc, ça démarre au début de la floraison. Et puis ça se termine à la fin. Donc c'est en fait on part de zéro et à chaque fois ça représente en fait la prise de poids de chaque colonie. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers de ce genre de données, de variations de poids des colonies. Mais voilà, on voit qu'on a des variations au cours de la journée, en fait qui correspondent à l'activité des abeilles. On a des pertes de poids. Donc là ici par exemple, on va se retrouver, pardon, je vais essayer de trouver une belle courbe. Là on va se retrouver le matin à avoir une chute soudaine du nombre d'abeilles, qui correspond à la sortie des butineuses. Ensuite, au cours de la journée, le poids va augmenter à mesure qu'elle ramène des ressources. Et après la nuit, on a une chute progressive parce qu'en fait, elle sèche la ressource, elle consomme un peu. Et donc, en fait, ça nous fait un peu des variations comme ça. Mais globalement, voilà, quand on a une miellée, enfin une prise de poids, on va avoir plutôt une variation globale, plutôt des courbes qui vont augmenter. Et en dessous, j'ai mis en fait les paramètres un peu météo sur le rucher, avec en rouge donc la température. En vert, c'est le vent. Alors là, la métrique qu'on a utilisée, c'est les rafales maximum par jour, parce que c'est ce qui fonctionnait le mieux. Voilà. Avec, donc, pour le vent, l'échelle est ici.
Et donc sinon, vous avez la température avec l'échelle là, et puis les précipitations aussi avec l'échelle là. Donc l'idée, c'était de regarder, voilà, quand c'est qu'il y a le plus d'activité, en se disant que globalement, quand il y a plus d'activité, les ruches vont prendre plus de poids, et de mettre ça face à la météo, etc. Alors, on a vu que, en gros, pendant les premières semaines de pollinisation, enfin la première semaine surtout, il ne s'était pas passé grand-chose. On a des ruches qui, globalement, prennent pas tellement de poids. Et pourtant, on a quand même des températures la journée qui montent à plus de 20 degrés. Hein. Donc on peut se dire, normalement, c'est quand même suffisant pour qu'il y ait cette activité. Donc voilà, là, on ne sait pas forcément l'expliquer. L'hypothèse, c'est que ça peut être à cause du vent, parce qu'il y avait quand même un vent qui était assez soutenu. Après, est-ce que le vent a empêché l'activité, ou est-ce que le vent a séché les fleurs? Voilà, on ne sait pas forcément trop, mais on a une hypothèse pour une de ces deux solutions. En tout cas, au début, on n'a vraiment pas eu de prise de poids. Et ensuite, une fois que le vent a un peu diminué, là, on a commencé à avoir, alors pas toutes les ruches, hein, il y en a certaines qui n'ont fait que se maintenir, mais on a commencé à avoir un lot de colonies qui ont commencé un peu à prendre du poids, et puis qui ont fini la mielée avec quand même, en prenant voilà, 4 kilos, ce qui est quand même pas trop mal pour une prestation de pollinisation. Mais par contre, on a vu quand même des journées, là par exemple, on voit que ce jour-là, on a un gros pic de vent, et là on voit très bien ce jour-là que clairement, il n'y a pas eu de sortie, les abeilles, elles ont rien fait, et on voit vraiment ici la perte de poids ce jour-là. Donc c'est quand même intéressant de voir que là, le vent, des rafales qui montent à 70-75 km/h, ça peut déjà avoir un impact vraiment, vraiment important. Donc là, c'était l'exemple pour un rucher, donc ici on peut se dire, ok, les colonies font plutôt de la réserve, ou du moins n'en perdent pas trop, hein. Mais en fait ça dépend vraiment des ruchers. Là c'est l'exemple d'un autre rucher, alors avec des colonies qui étaient beaucoup moins populeuses, ce qui explique que les variations, ici on a des courbes qui sont vraiment confondues, parce que voilà, il n'y a pas trop de variations, il y a assez peu d'abeilles qui sortent, et en fait on voit surtout qu'au début les colonies font vraiment rien, et il a fallu des nourrissements pour qu'on commence à avoir un peu une activité, pour qu'on commence à avoir un peu des variations un peu plus importantes dans le poids au cours de la journée. Et donc là pareil, alors on ne sait pas bien, est-ce que c'est le nourrissement qui a déclenché l'activité? Moi je connais, enfin je n'ai jamais entendu ça, mais peut-être. Ou est-ce que c'est, encore une fois, comme tout à l'heure, le vent qui s'est un peu arrêté à cette période et qui a permis une reprise de l'activité? Voilà. En tout cas, on voit que dans cette situation, si l'apiculteur il n'avait pas nourri, les ruches elles auraient souffert. Donc encore une fois, ça a l'air d'être variable et visiblement, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'amandier qui ait été pourvoyeur de ressources dans ce cas-là. On peut penser que ça dépend peut-être plus de l'environnement autour, parce que là on était dans une situation où il y avait des surfaces d'amandiers similaires, et pourtant on a des colonies qui ont vraiment pas fait de réserve et qui ont perdu, au contraire, perdu du poids, quoi. Voilà, donc je vais conclure. Je vais pas regarder combien de temps j'ai fait, j'espère que j'ai pas été trop court. Mais voilà, pour conclure, on pense avoir quand même assez répondu aux deux questions qu'on se posait, même s'il y a encore beaucoup de questions en suspens et beaucoup de choses à creuser. Globalement, la première problématique, on a vu que il y avait vraiment une importance des pollinisateurs, même pour ces variétés autocompatibles, et que c'est vraiment, il y a vraiment un intérêt d'apporter des colonies. Et puis aussi, on a quand même commencé à voir l'effet de la distance. Ça, c'est des choses qui sont assez connues aussi pour ceux qui font de la pollinisation. Souvent, on conseille de répartir les ruches dans les vergers, etc. Mais là, on a pu quand même le confirmer, puisqu'on voyait qu'à peine à 600 mètres, même en ayant des ruches dans l'environnement, on a déjà vu une différence sur le taux de nouaison. Et donc, ça donne des perspectives sur, voilà, ce serait intéressant de regarder l'étude sur la qualité des amandes, sur le rendement, parce qu'on n'a pas pu aller jusqu'au rendement, c'est très compliqué, mais ce serait intéressant de le voir. La qualité, on l'a fait, j'ai fini de casser les amandes avant-hier, j'ai regardé un petit peu, j'ai pas eu le temps de faire les graphiques, mais globalement, on n'a pas vu de différence sur la qualité, c'est-à-dire sur le calibre des amandes, on n'a pas vu de différence. Voilà, mais bon, ce serait à creuser. Et ensuite, par rapport à la question plus apicole, on a vu que voilà, la prestation sur amandier ne semblait pas présenter un gros risque, même si, encore une fois, ça dépend des endroits. Donc, a priori, pas trop de risque vis-à-vis des pesticides. Par contre, un apport de ressources qui semble assez limité,
du moins niveau nectar, parce que pollen, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais les trappes à pollen, globalement, elles étaient bien remplies. Mais par contre, voilà, niveau nectar, un peu limité, et donc potentiellement quand même un besoin de nourrir les colonies sur ce genre de prestations. Et puis après, voilà, on a été quand même limité par pas mal de choses. C'est une petite étude, on n'avait pas énormément de moyens, on n'était pas financé d'ailleurs. Mais il y a des choses qu'on aurait aimé, si c'était à refaire, qu'on reverrait. Là, c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup à l'échelle de la branche. C'est pas forcément une bonne manière d'être représentatif pour l'arbre. On n'a pas pris en compte la charge en fleurs et en fruits aussi de nos différentes zones, parce que même si on comparait des arbres de même âge, etc., en fait, on voyait bien que d'un arbre à l'autre, ils n'avaient pas toujours la même quantité de fleurs, et ça, c'est des choses qui peuvent quand même jouer quand on travaille sur la pollinisation. Et puis, on aurait bien aimé aussi regarder ce qui se passait avec une modalité de pollinisation manuelle, en fait, pour comparer un peu l'efficacité de l'abeille par rapport à la pollinisation manuelle, qui est un peu la situation idéale et parfaite, quoi. Donc voilà. Voilà, merci pour votre attention et puis j'espère que vous aurez quelques questions. Merci pour l'exposé. Du coup, c'était pour savoir dans quoi tu mesures les pesticides dans la cire? Non, nous en général, on mesure plutôt du coup, comme je l'ai dit, dans les butineuses et le pollen. On peut faire aussi le nectar et la cire. Le nectar, en général, c'est peu contaminé, c'est pas forcément le meilleur moyen de mesurer le risque. Et le problème de la cire, nous, il y a un travail qui est fait par la DAPI et de Zada sur des projets de qualité de cire, les projets Simca et Cire Carré. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a vraiment des travaux sur la qualité de la cire en fonction du parcours, etc. La cire, c'est assez difficile à étudier parce que ça a vraiment tendance à stocker les pesticides vu que c'est gras, et que les pesticides souvent sont des corps gras. Donc c'est pas forcément un bon moyen quand tu veux mesurer une exposition très récente. Là, on voulait vraiment mesurer l'exposition dans les 3 semaines. Par contre, c'est intéressant effectivement de mesurer sur la cire quand tu t'intéresses aux questions de qualité ou quand tu veux regarder l'impact d'une année en fait, d'une année de parcours. Là, tu vas pouvoir effectivement faire des comparaisons entre différents parcours, ceux qui font plutôt de la montagne, de la plaine, de la grande culture, enfin voilà. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, voilà, il y a des travaux qui sont dessus. Sinon, j'avais une question. Donc, tu mettais en avant les limites de cette étude qui a été faite avec des budgets restreints et voilà, donc on comprend tout à fait. Est-ce que voilà, il y a envie d'aller plus loin, de continuer les études, peut-être faire des partenariats avec les filières agricoles, et là en particulier la filière amande où il y a quand même pas mal de structures qui se positionnent dessus. Donc il y a peut-être des financements à aller chercher de ce côté-là. Ouais, on va voir, parce que là c'est trop tard du coup pour 2025, on va voir pour 2026. Nous sur le principe on n'est pas contre, alors, mais voilà, le problème c'est que là cette année, vous l'avez peut-être ressenti dans la présentation, on a fait un petit peu aussi le boulot pour les arbos, quoi. On a travaillé beaucoup sur de la pollinisation vraiment du point de vue arbo, alors c'était intéressant, hein, et puis c'est un bon moyen de faire de la relation avec les agriculteurs, de leur parler aussi de l'apiculture et puis de défendre un peu notre truc, de leur parler de pesticides, etc. Mais ouais, si on le fait, on aimerait bien effectivement le faire en collaboration avec des structures agricoles, enfin plus arbo, ou voilà, et le faire de manière un peu plus financée. Mais oui, pourquoi pas, voilà, c'est en discussion, et puis voilà, puis avec vous peut-être aussi. Hein. Il y a aussi la filière dans l'Aude, effectivement, qui se développe pas mal. Et du coup, par rapport, je reviens le lien avec du coup la filière amande, la question de la chute entre 30 jours et 60 jours sur... est-ce qu'ils ont des éclairages là-dessus, des hypothèses? Est-ce qu'il y a des travaux en cours sur cette question-là? Pas à ma connaissance. Moi, j'ai pas encore présenté ces résultats parce que là, c'est vraiment des choses des résultats qu'on vient de finir. Ça date de cette année, donc là, vous êtes parmi les premiers à aller voir. Les amandiculteurs n'ont pas encore, je n'aurais pas encore fait la présentation, donc j'attends de voir leur réaction. Mais de ce qu'on a compris, c'était pas quelque chose auquel, on va dire que c'était un phénomène qu'on sait qu'il existait un petit peu, mais pas dans ces proportions-là. Là, on voyait qu'on avait des chutes de fruits de l'ordre de 1/3 et même jusqu'à la moitié des fruits qui chutent alors que le fruit a déjà commencé à se former. Hein. Il y a eu la pollinisation, tout ça. Donc, et puis, j'ai pas précisé, mais là, c'était des amandiers qui étaient irrigués, qui étaient fertilisés par irrigation. Enfin, c'était vraiment le top, quoi. Enfin, normalement, ils ont manqué de rien. Donc, c'était pas visiblement une limitation qui était due à la ressource. Même la météo était quand même pas trop mauvaise.
au début en tout cas. Donc voilà, à creuser. En tout cas, nous, c'est vraiment un élément. Les conseillers, enfin les personnes de la chambre, etc., ont vraiment été surpris par ça et ils pensent qu'il y a vraiment un truc à creuser là-dessus. Voilà. Okay. Du coup, merci Audric pour cette présentation. Merci à vous pour l'invitation.